Bonjour et bienvenue sur le podcast de AI for You. Cette semaine, on accueille Mourad Benzbika qui est Business Manager chez SNK. Cette interview a été initialement tournée afin de l'intégrer à ma formation Objectif Freelance. C'est le nom de l'accompagnement personnalisé que je propose pour vous aider à passer de salarié à freelance. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. J'ai décidé de vous proposer quelques extraits de ces contenus car je pense que ça pourrait intéresser toutes les personnes qui hésitent à se lancer à leur compte. Avec Mourad, on va parler de l'expérience nécessaire pour se lancer en tant que freelance, du TJM que l'on trouve aujourd'hui pour les data scientists, data engineers et data analysts, de comment déterminer son propre TJM, les différents styles de travail proposés entre le total remote et le format hybride, la différence entre les freelances et le portage salarial, et différents tips pour étoffer son CV en tant que junior. Et enfin, Mourad vous donnera tout au long de cette interview ses conseils pour vous aider à se lancer. Sans plus de transition, voici ma conversation avec Mourad. Donc, hello Mourad et bienvenue sur le podcast. Bonjour. Du coup, avant de commencer l'interview, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Bonjour, moi je m'appelle Mourad Bensmika, j'ai 35 ans, je suis issu d'une formation informatique, donc anciennement aussi informaticien. J'occupe le poste de business manager dans le groupe SNK, qui est une société de services informatiques basée à Synergy Park, à Lausanne, donc dans le nord de la France. Et du coup, ça consiste en quoi ce métier? Le métier de business manager. Donc, comme j'ai dit, moi, à la base, je suis pas issu d'une formation business. Donc, là, je l'ai fait par passion. Bon, j'espère que je réponds. Enfin, il y a pas une, je pense, hein, il n'y a pas une réponse parfaite. Mais à mon sens, le métier de business manager ou d'une manière plus générale, en fait, comment dire, la personne qui s'occupe de la partie business, c'est de mettre en contact un consultant, quel que soit son profil, avec un client final. Euh, il y a ce modèle-là. Il y a le modèle comment dire, de répondre à des besoins clients en traitant ces besoins en interne. Ça peut être aussi comment dire, le métier en fait comment dire, de business manager ou d'ingénieur commercial plus, si on peut en fait si on peut définir ça plus simplement. Il suit aussi en fait les missions sur lesquelles il y a déjà en fait des consultants chez ces clients-là. Il prospecte, il essaie de développer le business en interne. Et en fait, on parlait de ça, il y a aussi d'autres tâches qui sont liées à la communication, au marketing, au recrutement, tout ce qui est RH. Donc, c'est des tâches beaucoup plus, comment dire, transverses et annexes, on peut dire, par rapport à son activité principale. Tu me disais que tu n'avais pas fait ça de base, du coup, comment tu es arrivé à faire ça? Comme j'ai dit, moi, à la base, j'étais développeur, j'étais analyste, j'étais responsable d'application, j'ai travaillé avec pas mal de clients. Donc, ce côté-là, donc, je le connais super bien et ça m'aide beaucoup aujourd'hui à comprendre le besoin de mes clients. Je pense pour répondre à ta question, c'était, comment dire, peut-être, mais ça, c'est plutôt personnel, hein. Je suis arrivé à certains stades comment dire, de ma carrière et je me suis retrouvé un petit peu saturé sur la partie comment dire, informatique, purement consulting. Ça, c'est un avis perso, encore une fois, hein, c'est pas critique. Et du coup, donc, j'ai commencé à travailler en tant que chasseur de tête, un headhunter. Et du coup, donc, je mettais en contact les gens que je connais, que je connaissais hein, dans mon réseau, avec des sociétés de services, des commerciaux que je connaissais déjà. Je travaille en France, en Belgique, en Suisse. Et du coup, donc, j'ai fait enfin, grâce à cette expérience-là, j'ai senti, j'ai eu en fait, cette sensation que je pense que c'est le moment de passer sur la partie business. J'ai fait 10 ans sur le consulting et du coup, je pense que c'est le moment de passer sur la partie business, d'où en fait la décision que j'ai prise il y a à peu près 2 ans et demi. Et du coup, donc, j'ai arrêté complètement le consulting et je suis passé à 100% sur la partie business, ce que je fais aujourd'hui, ce qui me plaît énormément. Et ce type d'entreprise, du coup, c'est quoi un peu le business model? Est-ce que tu peux le rappeler? Le business model, donc je vais évoquer en fait un terme un peu plus technique, c'est on est trois tiers. Donc, ça veut dire on est sur un business de client, apporteur d'affaires et consultant, ou éventuellement un fournisseur de services.
Donc, c'est simple, il y a beaucoup de sociétés qui sont sur ce modèle-là. Ça veut dire on a des clients, on travaille avec une trentaine de clients grands comptes de la région. Ils ont pas mal de besoins. Donc, quand je dis besoins, voilà, c'est des projets, ils ont besoin comment dire, de compétences de tout type de profil. Nous, on est là pour répondre à ces besoins-là, voilà, en sollicitant comment dire, le service et les compétences des gens, soit en interne chez nous, donc on a nos propres salariés, soit on fait appel à ce qu'on appelle la sous-traitance, donc des indépendants, soit éventuellement en travaillant avec des partenaires. Donc c'est un modèle trois tiers, si on peut dire, hein. Et dans le thème de la data, puisque c'est ce qui m'intéresse ici, c'est quoi le type de profil, le type de personne que tu places chez tes entreprises partenaires? Il y en a beaucoup, notamment que ces derniers temps, en fait, le métier de data, pardon, a beaucoup évolué. Donc, on place des data engineers, des data scientists, des data analysts. Il y a d'autres profils qui ont vu le jour comme data steward. Il y a aussi des data managers, donc c'est des chefs de projet ou des PO, voire même ou des product leaders qui s'occupent des grands projets, mais spécifiquement et essentiellement dans la partie data. Il y a quoi encore? Après, il y a d'autres profils qui tournent aux alentours de la data, mais pas vraiment. C'est des développeurs talent, par exemple, sur la gestion de la partie flux et tout ça. C'est pas vraiment mon avis, hein. Désolé pour les développeurs de talent, mais moi, je les considère qu'ils sont en intersection entre le domaine du développement et aussi le domaine de la data, purement data, sachant que aussi, en fait, les data sont aussi des développeurs. Parce que pour connaître un peu, pour attaquer les bases de données, il faut être aussi développeur parce que des fois, on est amené à travailler sur Python, sur Java, sur Go, sur Node.js. Donc, ce sont des langages qui sont utilisés par des développeurs aussi. Et du coup, sur la data science plus particulièrement, c'est quoi un peu les stacks techniques, le nombre d'années d'expérience qu'il faut pour être placé chez des clients? C'est quoi le profil un peu type des personnes data science que tu rencontres? Est-ce qu'il Euh, y a, il y a un, est-ce qu'il y a un profil type? Et si oui, c'est quoi un petit peu les technos qui sont récurrentes, les stacks techniques? En général, ça tourne toujours enfin toujours, hein, ça dépend évidemment des contextes projets, mais ça tourne toujours aux alentours de Python, de R. Il y a aussi la partie machine learning. Donc ça aussi, ça fait partie du domaine de la data scientist. Quoi encore? Après, tout ce qui est basique dans la data d'une manière générale, donc quand on parle de data, donc c'est les bases de données, donc ça peut être de l'Oracle, de PostgreSQL, de MySQL, donc c'est voilà, et la base de la base c'est SQL. Donc, mais en général, ça tourne toujours aux alentours de Python, R et de machine learning aussi. Donc, il y a aussi une partie big data qui touche aussi. Donc, des fois, du big data qui touche la partie data engineering, des fois de la partie data scientist. Mais c'est toujours présent. Mais voilà, pour répondre à ta question, c'est Python. Pour moi, c'est Python, machine learning et aussi R. Peut-être il y en a d'autres, hein, mais comment dire, la stack technique qui revient pardon, tout le temps, c'est aux alentours, tout le temps aux alentours de ça. En ce moment, du coup, tu penses qu'il y a toujours autant de missions autour de la data science ou ça évolue un peu avec la maturité des entreprises sur le thème de la data? À mon humble avis, il y a enfin, d'après ce que je vois, hein, peut-être que c'est pas parlant au niveau de tout, enfin, tout le marché français, mais d'après ce que je vois, il y a beaucoup plus de besoins data engineer que data scientist. Donc, je pense que pour moi, c'est question de culture interne. Et aussi de contexte client. Donc, des fois, il y a des clients qui disent que, bon, moi, ça me sert à rien par exemple, d'étudier le comportement de mes clients, qu'est-ce qu'ils achètent exactement, travailler sur la prédiction, ça c'est pas pour moi, c'est pas intéressant. Par contre, j'ai besoin voilà, de produire des dashboards et j'ai besoin de produire des reporting. Donc, j'ai besoin de deux profils, à la fois le data analyst pour challenger le métier, pour bien cadrer le besoin, et aussi de data engineer pour me produire tout ça. Donc il y a en fait ce travail entre les deux, data analyst et data engineer. Pour eux, enfin, ça existe, hein, mais moi, je trouve que les besoins data scientist, ça vient après le data engineer et le data analyst. Et peut-être qu'il y a eu à un moment donné, il y a eu beaucoup de recrutement en data scientist. Du coup, ils ont produit beaucoup de modèles et maintenant, il faut réussir à les mettre en production. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a aussi un besoin peut-être croissant en data engineer qui va mettre en production, qui va être
qui va être garant un peu de cette mise en production et que le fait que les gens puissent utiliser les modèles qui ont été conçus jusque-là, quoi. Et donc, tu disais que tu avais du coup deux profils de personnes avec qui tu travailles, donc des profils qui étaient internes à son entreprise, des profils qui étaient freelance. Du coup, dans quel cas tu fais appel à l'un ou à l'autre? En fait, en général, comme j'ai dit, on a nos propres salariés. Donc, en général, la priorité, c'est pour les salariés parce que même les clients, ils ont cette préférence. Ils veulent vraiment éviter la sous-traitance et la sous-traitance en cascade et vraiment à 2 niveaux, 3 niveaux. C'est vraiment, ça devient compliqué. Et du coup, donc, la priorité, bien évidemment, c'est donnée aux salariés. Après, on peut pas satisfaire tous les besoins qu'on a rien qu'avec nos salariés. C'est pour ça que on fait appel à de la sous-traitance, mais on donne la priorité aux indépendants. C'est plus, enfin, je dis pas c'est plus facile, mais c'est plus simple à gérer qu'à comment dire une sous-traitance avec un partenaire qui a ses propres salariés, parce que des fois, bon, le partenaire il dit qu'il faut pas solliciter leurs propres salariés directement. Il faut passer par le commercial pour que ça devient un peu compliqué, notamment avec des clients qui, des fois, ils veulent qu'on soit, comment dire, proche d'eux, répondre à leurs sollicitations très rapidement. Donc, ça complique un peu comment dire, le suivi de la mission. C'est pour ça qu'on préfère quand même nos salariés et puis, en fait, les indépendants pour satisfaire. Et en plus, hein, c'est pas aussi facile parce qu'aujourd'hui, le marché est très tendu. Même en sollicitant la sous-traitance, c'est pas facile de répondre à tous ces besoins-là. C'est quoi après les TJM en freelance, du coup en data science et en data engineer? C'est le sujet qui fâche. Ouais. Pourquoi je lui dis ça? C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, on tend de plus en plus vers aujourd'hui les clients, enfin, je dis pas tous les clients, mais selon mon humble expérience, moi, je mets en fait le marché dans 3 catégories, ou les clients dans 3 catégories. Il y a les clients qui ont vraiment cette partie-là, c'est très bien cadré, c'est vraiment suivi par les achats, c'est tout est comment dire bien fait, enfin bien fait, bien cadré selon des process. Ce sont des clients qui utilisent en fait des plateformes. Ils ont des plateformes, ils ont des sociétés référencées, ils ont des grilles. Donc ça, c'est le point le plus important enfin, dans ta question, c'est en fait la grille tarifaire. Donc moi, pour moi, je mets tous ces clients-là dans cette première catégorie. Là, la deuxième catégorie, c'est des clients qui ont choisi ces plateformes, mais ils se laissent quand même un peu regarder, ils peuvent regarder un petit peu à gauche, à droite, solliciter comment dire, des indépendants ou des sociétés sur d'autres plateformes comme LinkedIn, comme sur je sais pas, des sites web de recherche comment dire, des sites web qui stockent les CV, je ne sais pas, hein, ou éventuellement du réseautage, ça existe aussi. Ça, c'est la deuxième catégorie qui sont un peu hybride. Bah, la troisième catégorie, ce sont à l'ancienne. Ça veut dire que s'ils ont besoin de quelqu'un, bah, on prend le téléphone, on appelle quelqu'un qu'on connaît déjà, on appelle le commercial qui a déjà en fait un bon réseau, qui connaît, ainsi de suite, jusqu'on trouve la bonne compétence. Donc, il y a 3 catégories aujourd'hui, selon moi, sur le marché. Et en fait, chaque catégorie a son propre modèle. Par exemple, la première, c'est il y a une grille, hein, il faut respecter la grille. Il ne faut pas déroger. Par exemple, pour répondre à ta question, un data scientist qui a entre 2 et 5 ans d'expérience est vendu à un prix de 490 voire 500 euros la journée. Donc là, par exemple, ça peut être aussi pour un data engineer ou data analyst, un petit peu data analyst, mais les data scientists et les data engineers, c'est dans ces alentours-là. Et en fait, ce tarif-là en fait, est plutôt lié à un prix de vente client qui est référencé dans ces plateformes-là. Donc, on ne peut pas éventuellement faire une proposition en dérogeant à cette règle, en proposant quelqu'un à 600, 700, alors que le tarif de référence est par exemple, de 500. Ça, c'est juste un titre d'exemple. La deuxième et la troisième catégorie, c'est un peu plus, je dirais, plus flexible, dans le sens où ça dépend du contexte, ça dépend du projet, ça dépend de la rareté du profil. Voilà, on peut proposer un peu plus, voire un peu moins. Ça dépend en fait aussi des clients et ça dépend des budgets alloués à ces projets.
Du coup, en ce moment, on parle quand même pas mal du coup d'inflation, voire de récession. On voit des grandes entreprises des fois qui coupent un petit peu leur embauche. Est-ce que tu le ressens sur le marché? Est-ce que tu vois une diminution des offres et comment tu sens le marché dans cette période d'un peu de doute? Après, ça dépend comment dire, des domaines. Il y a des domaines qui restent encore quand même porteurs. C'est comme le retail, l'industrie, la logistique. A beaucoup bougé, la logistique. Un peu moins, ça c'est évidemment c'est mon ressenti, un peu moins la finance. Mais je pense, ça dépend en fait. Je pense pas que c'est lié à l'inflation directement. Mais on continue à recevoir des appels d'offres, on continue à recevoir pardon, des sollicitations de clients, des besoins. Je pense que ça reste encore une fois mon avis. Hein, il y a des gens qui vont dire ah non, c'est pas vrai. Euh, Moi, je pense qu'on vit sur 2021 aujourd'hui, cette année-là. Donc, l'impact de 2022, je pense qu'on le verra en 2023, voire en 2024. Mais là, je pense qu'on vit sur comment dire, les budgets accordés en 2021, sur les projets stratégiques, sur les projets réglementaires, sur des besoins qui, voilà, selon le changement de la stratégie des clients. Comme je dis, donc, on continue à recevoir des appels d'offres. Mais je pense que l'inflation, la récession, le bénéfice, peut-être bientôt d'autres, moi j'espère pas, mais d'autres crises comme la famine ou enfin, d'autres liées à l'énergie ou autres. Je pense qu'on le verra en 2023, mais j'espère, ouais, je croise les doigts, je touche du bois, je pense que voilà, donc j'espère pas, mais c'est la réalité des choses. Hein. Mais aujourd'hui, pour répondre à ta question, on continue à recevoir des appels d'offres moi je ne sens pas vraiment cet impact de l'inflation sur le marché. Au niveau des freelances, il y en a beaucoup aussi qui utilisent parfois la solution du portage salarial. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu à quoi ça consiste? Bah, en fait, le portage salarial, pour simplifier, pour vulgariser, c'est un mélange entre du salariat et du freelancing. C'est quelqu'un qui n'a pas de structure, n'a pas de société. Il a une mission et sur la partie administrative, il a besoin d'une société pour gérer cette partie-là. Donc, il sollicite une société spécialisée dans le dans le portage salarial, pardon, et je souligne spécialisé dans le portage parce qu'on entend tout et n'importe quoi, malheureusement, dans ce domaine-là. Le consultant délègue cette partie administrative à cette société-là pour gérer à la fois. Donc il a tous les droits d'un salarié standard. Ça veut dire il aura sa fiche de paie à la fin du mois, il cotise auprès du URSSAF, il a sa mutuelle, il a tout. Sauf qu'il est un peu beaucoup plus indépendant qu'un salarié interne parce qu'il gère sa mission comme il veut. Enfin, entre guillemets, ça dépend du modèle aussi. Hein. S'il a sa propre mission, c'est lui qui l'a trouvé. Donc, il gère sa mission avec son client directement sans passer par la société de portage. La société de portage est là juste pour gérer la partie administrative. Euh, en, ce en ce qui concerne pardon, en fait, le revenu, il touche un peu mieux qu'un salarié. Donc, il peut avoir, je ne sais pas, ça dépend du tarif évidemment, mais aux alentours, il peut gagner 500 000 euros, 1500 de plus par rapport au même poste, au même profil d'un salarié interne et peut bien évidemment facturer en fait des frais professionnels et qui sont bien évidemment et obligatoirement liés à sa mission ne peut pas facturer tout n'importe quoi parce que tout est encadré par l'URSSAF. Donc, il y a un tableau sur le site de l'URSSAF comment dire, qui explique et qui précise enfin, quels frais il faut facturer. Et en fait, et encore une fois, enfin, ça, je me permets en fait de profiter en fait de ta question pour mettre l'accent sur ce domaine de portage salarial, ce monde de portage salarial, parce que malheureusement, il y a aujourd'hui des sociétés, à mon avis, ils font pas du portage salarial, ils font du salariat déguisé. Donc, parce que on respecte pas les règles de l'URSSAF, on répond pas aux exigences de l'URSSAF et on a l'impression qu'on fait du portage salarial. Ça gagne beaucoup, ça facture beaucoup, ça facture beaucoup de frais professionnels. Réellement, ça, c'est pas du portage salarial.
Après, il y a un organisme, je ne dis pas qu'il contrôle, mais il est là il veille sur la bonne application du portage. Il s'appelle PEPS, PEPS, portage. Et là-dedans, il y a toutes les sociétés listées qui ont été auditées et qui pratiquent réellement le portage salarial comme il a été légiféré il y a quelques années. En freelancing, souvent, c'est des contrats qui sont plus longs ou des contrats un peu plus courts que tu vois, toi, dans ton travail de tous les jours. Alors là, il faut faire la différence entre comment dire, deux principes. Il y a le principe de la visibilité et le principe de l'engagement. Donc la visibilité, ça veut dire, je te dis par exemple, demain, Morgane, j'ai une mission chez tel client. Euh, le client me dit que c'est pour une visibilité de 2 ans. Donc il a le budget, il a la visibilité, donc il a tablé tout pour une durée de 2 ans. Ça, c'est la visibilité. En revanche, l'engagement, ça se fait toujours par un bon de commande, ce qu'on appelle un bon de commande de 3 mois, renouvelable tant que le client a besoin de toi. Ou éventuellement, toi, tu n'as pas d'autres projets ailleurs. Donc, tant que on a besoin de toi, donc on renouvelle ta mission d'une manière un peu par tacite de reconduction enfin, chaque 3 mois. Pour le consultant, en général, c'est transparent parce que ça reste un peu d'ordre administratif entre la société qui porte le consultant et le client. Donc, voilà, donc on reçoit un bon de commande de 3 mois renouvelable jusqu'à ce que la mission se termine. Ça peut se terminer au bout de 6 mois, d'un an, de 2 ans, de 3 ans, voire plus. Il y en a qui font la dérogation d'aller au-delà de 3 ans. Ça existe, hein, même si bon, la loi dit qu'au-delà de 3 ans, il faut recruter, mais il y en a qui font de la dérogation avec un accord pour que le consultant reste encore plus parce qu'il y a encore du besoin. Donc, comme j'ai dit, après, ça dépend, pour répondre à ta question, ça dépend de beaucoup de critères. Ça dépend du contexte du projet, du besoin client, de son budget, de sa visibilité par rapport comment dire, au projet, du besoin métier. Ça dépend, il n'y a pas de Covid-19, hein, c'est des fois quand ça arrive, ça casse tout. Donc, on a vu qu'il y a pas mal de missions qui sont arrêtées pendant la période de Covid parce que bah, il y a un événement qui n'était pas prévu, qui est arrivé, qui a cassé en fait, comment dire, toute la. Et d'ailleurs, ça fait partie aussi comment dire, des paramètres qui jouent aussi. C'est pour ça on parle de visibilité. Donc, je te donne une visibilité, mais je suis engagé juste 3 mois parce que je ne sais pas ce qui va se passer demain. Il se peut que toi, Hmm. tu quittes la mission, il se peut qu'il n'y a plus de budget, il se peut qu'il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu. Et sur ces 3 mois, du coup, l'engagement peut être rompu par l'entreprise, mais est-ce qu'il peut être aussi rompu par le prestataire finalement? Oui, bien évidemment. En fait, c'est de deux parties parce que c'est un contrat entre deux parties. Donc, c'est enfin, en général, c'est le client signe avec l'apporteur d'affaires et l'apporteur d'affaires signe avec le consultant. Un conseil, il faut que les critères et les termes des deux contrats, sur ce point-là, ils doivent être au même niveau. Parce qu'on ne peut pas dire, par exemple, on ne peut pas signer avec un contrat avec un consultant avec un préavis de 15 jours ou de 1 mois et avec le client de 15 jours. Donc, si le client il veut arrêter la mission, bah, le préavis, c'est de 15 jours, alors qu'on est engagé derrière avec le consultant sur 1 mois. Donc là, il faut payer les 15 jours qui restent. Donc, c'est pour ça que Hmm. vraiment qu'on soit au même niveau. Mais bien évidemment, pour répondre à ta question, on peut rompre en fait le contrat, que ce soit de la part du client, quand il n'a plus besoin ou qu'il y a un événement qui arrive, voilà, qui est dans le droit en fait, ou la légitimité de rompre le contrat, mais aussi du côté du consultant, bah, peut-être qu'il n'a pas aimé la mission, il a trouvé mieux ailleurs, ou je sais pas, ça dépend comment dire, des critères voilà, de son choix. Mais en fait, on peut rentrer des deux parties, bien évidemment. Souvent, j'entends des gens qui veulent se lancer en freelance en disant, ah, peut-être que je ne suis pas assez compétent pour faire du freelance. Bon, j'imagine ta réponse parce que tu en as déjà parlé au début, mais pour répondre à ces personnes-là, est-ce qu'il faut être plus compétent en étant freelance qu'en étant interne? Ou en fait, finalement, ces choses-là, ça n'a pas de rapport et comme tu disais au début, c'est vraiment une état d'esprit. Oula, donc, bon, avant tout, moi, avant la compétence, pour moi, il y a la motivation. Pour moi, c'est le moteur interne. Si on n'est pas motivé pour le projet, moi, je lui dis à tout le monde, c'est pas la peine de se lancer. Parce qu'au premier obstacle, on va dire, ah, j'ai fait le mauvais choix, donc la mauvaise décision.
je vais revenir directement au salariat, c'est plus rassurant, c'est plus… voilà. Donc, pour moi, le premier point, c'est la motivation. Il faut croire à son projet. Si j'ai envie de me lancer dans le freelancing, sache que derrière, il y a beaucoup de problèmes, enfin, d'obstacles. Hein. Faut surmonter, il faut gérer tout seul tout ce qui vient de l'URSSAF. Il faut éventuellement demain, tu n'as plus de mission, tu fais comment? Bah, il faut aller chercher une mission ailleurs. Tu n'as pas de commercial qui s'occupe de ça, comme c'était le cas quand tu étais salarié. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont éventuellement arriver quand tu te lances dans le freelance. Et en fait, là, pour moi, le premier point important, c'est la motivation. C'est croire en soi et croire en son projet. Le deuxième point, bien évidemment, après, c'est un peu, voilà, donc, la compétence, mais évidemment, c'est très important. On ne peut pas se lancer si on sait pas, si on n'est pas, on connaît pas en fait notre domaine. Si, par exemple, quelqu'un qui veut se lancer dans le développement JavaScript, bah, s'il est indépendant, il croit à son projet, alors qu'il n'a pas les compétences nécessaires, bah, évidemment, il va se planter. Donc, pour moi, oui, c'est très important et il faut vraiment qu'on ait ces outils-là, parce que c'est ça ce qu'on va fournir aux clients. C'est la prestation, c'est ça. C'est quand on vient avec nos compétences pour répondre à son besoin. Donc, si on vient et qu'on espère monter une compétence chez le client, bah, il y a des clients qui ne sont pas prêts pour ça et on dit bah non, je te donne un truc, il faut que tu livres, tu as un sprint de 2 semaines. Dans 2 semaines, on va se voir pour faire le point si tu as terminé ce que je t'ai demandé ou pas. Alors, enfin, le client ne va pas dire que je vais attendre 6 mois pour que tu montes en compétence et après on verra. Bah non, sinon il va recruter quelqu'un et voilà, l'aider à monter en compétence. Là, il fait appel à la prestation. Bah, forcément, le freelancing pour moi, ça rime avec la compétence. On arrive vers la fin d'interview et à chaque fois, je pose à peu près les mêmes questions aux personnes. Donc, je changeais un petit peu la question parce que c'est pour recoller un peu au sujet de l'interview. C'est quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut devenir du coup freelance à son compte, que ce soit du coup dans la data ou dans le développement, etc. Finalement, c'est à peu près le même sujet. Bah, comme j'ai dit, pour moi, en fait, le point le plus important, c'est vraiment c'est la motivation. C'est il faut être motivé par le projet. Il faut croire à ses compétences. Quand on se lance dans un projet pareil, il faut savoir qu'il n'y a pas que le côté positif, il y a le côté négatif, donc il faut gérer aussi. Euh, Comme je dis, c'est un état d'esprit. Hein. Il y en a des gens qui veulent vraiment être libres, ils ne veulent pas être suivis par des managers, pointer chaque heure ce qu'ils ont fait et tout ça. Bon, ça, on peut le faire aussi chez des clients, mais en fait, ils veulent vraiment être libres. Donc, il y a aussi ce côté-là, ce qu'on a en fait, cette envie d'être libre. Hein. Désolé pour les salariés, c'est pas l'inverse, hein, mais c'est juste parce qu'il y en a qui croient que être salarié, c'est un gage de sécurité, d'assurance, comment dire, pour traiter des choses. Hein. Je peux comprendre auprès d'une banque, on peut pas avoir un prêt si on est indépendant. Si, mais au bout de 2, 3 bilans, il faut le confirmer. Voilà, c'est pas comme un CDI parce que c'est quand même, ça reste une culture. Euh, voilà, donc il y a la motivation, il faut croire à ses projets, il faut vraiment travailler sur soi. Ce qu'on a appris à l'école, peut-être c'est pas suffisant. Il faut toujours rester voilà, à l'écoute de ce qui se passe. L'informatique, ça évolue à une vitesse phénoménale, donc il faut rester vraiment à l'écoute de ce qui se passe et pour se lancer, pour avoir les outils nécessaires pour se lancer dans le freelance. Est-ce que tu as un livre que tu conseilles souvent? Un livre enfin, moi, j'aime beaucoup, en fait, j'avais lu, en fait, comment il s'appelle? Libérez vos cerveaux ou votre cerveau. Voilà, si je n'écorche pas le titre, c'est Libérez votre cerveau de Idriss Aberkan. Moi, j'aime bien, en fait, ce monsieur. Il a eu, je pense, 2 ou 3 doctorats au bout de 28 ans. Voilà, il a de très bonnes interventions. Donc, j'aime bien, en fait, ses écrits. En fait, ce bouquin-là, c'est vraiment très intéressant. Ça peut aider beaucoup. Hein. Ça peut rimer aussi avec le freelance. Donc, libérer votre cerveau, moi, j'aime bien ça. Il y a un autre bouquin
Ça, c'est plus pour un écrivain, je pense, s'il ne dit pas de bêtises, américain, c'est Rich Dad, Poor Dad. Donc, père riche, père pauvre. Il y a eu aussi la version, ça a été traduit en français aussi. Ça aussi, c'est un beau bouquin. Et ça permet voilà, de voir la vision entre, ça raconte l'histoire. Bon, je vais pas griller, en fait, voilà, donc, le contenu du livre, mais en fait, les deux bouquins, enfin, franchement, sont très intéressants. D'accord, de toute façon, euh, les informations du livre seront mises dans la description pour les personnes qui voudront les retrouver. Est-ce qu'il y a une citation, un proverbe qui te vient souvent à l'esprit ou qui t'aide à avancer? Alors, moi, j'aime bien une citation, un proverbe indien qui dit quand tu vois gris, déplace l'éléphant. J'aime bien, c'était un peu bizarre, mais en fait, ça part en fait du pessimisme, de l'optimisme. Et voilà, quand tu vois gris, c'est bon, hein. Il faut pas baisser les bras. Bah, déplace l'éléphant. L'éléphant, c'est le problème. Donc, après, bon, je dirais même, je rajoute même, dresse un chapiteau et fais un cirque. Ah bah, puis voilà, éclate-toi et voilà, essaie de voir le côté positif pour que tu puisses avancer. Et la dernière chose, c'est vraiment, as-tu un message à faire passer, quelque chose à dire aux personnes qui nous écoutent? Là, c'est un peu ton moment. Ah bah, croire en soi et c'est le plus important, c'est vraiment être motivé pour son projet, croire en ses rêves. Il n'y a pas que le côté positif dans l'entrepreneuriat, il y a aussi le côté négatif, mais voilà, je répète toujours peut-être la même idée, mais pour moi, en fait, c'est ça. Donc, il faut croire en soi, croire en ses projets, et voilà, il faut s'éclater. D'accord, bah, merci Mourad pour cette interview. J'ai appris pas mal de choses et je suis sûr que les gens qui nous ont écoutés ont appris beaucoup aussi. Merci à toi, Morgane, c'est très gentil pour ton invitation. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette interview vous a donné envie de vous lancer, rejoignez notre formation pour passer freelance en cliquant sur le lien dans la description. Je n'ai plus grand chose à ajouter à part croyez en vous, lancez-vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo sur le thème de la data. Ciao.